Salut, c'est Lucille et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler en fait du graphisme mais avant. C'est-à-dire lorsque les hommes n'avaient pas encore connaissance de notre CTRL Z préféré, mais quand ils devaient vraiment tout produire à partir de leurs mains, à partir d'encre ou à partir de charbon par exemple. Donc c'est parti et on commence juste après ça. Alors le design graphique fait partie vraiment de notre quotidien, c'est-à-dire qu'on le voit vraiment partout, que ce soit à la télé, que ce soit aux arrêts de bus, que ce soit en fait partout dans notre quotidien, dans notre vie, on en voit tout le temps. Et du coup, vu qu'on en voit H24, 7 jours sur 7, forcément c'est compliqué de s'imaginer un monde sans. Mais en fait, le design graphique, ce n'est pas du tout quelque chose de récent, c'est quelque chose qui existe depuis bien longtemps. La communication visuelle est aussi vieille que l'humanité, c'est un truc de malade. Alors le design graphique, comme on le définit actuellement, n'a commencé à sortir, on va dire, du lot qu'en 1440. Mais les origines de la communication visuelle viennent de bien avant et c'est ce qu'on va voir de suite. En premier, l'art pariétal, environ 38 000 avant Jésus-Christ. Je vous mettrai la photo ici. On le sait, les hommes ont toujours eu un penchant pour l'art et on le voit notamment dans nos grottes préhistoriques préférées comme la grotte de Lascaux. Ils étaient créatifs. Leur création, c'était principalement des empreintes de main, des représentations animales ou encore des scènes de chasse. Et du coup, oui, on peut dire que la communication visuelle était très importante déjà dès le début de l'humanité. Deuxième, la langue écrite sumérienne, moins 3300 à moins 3000 avant Jésus-Christ. Les Sumériens ont créé une des toutes premières formes d'alphabet, de langue écrite, et c'est un truc de fou. On pense qu'ils l'ont créé à la base pour pouvoir se permettre des inventaires, en fait faire des inventaires vu qu'ils faisaient beaucoup de commerce. Et cela leur permettait donc tout simplement de s'assurer que personne ne volait leurs marchandises. Cette langue-là était iconographique, c'est-à-dire que chaque mot en fait était une icône, un petit dessin. Et on se dit que en soi, l'être humain n'a pas beaucoup changé parce qu'on utilise encore des icônes comme ça, par exemple la loupe de recherche, le petit menu burger, etc. On le sait, les graphistes connaissent ce genre d'icônes et les utilisent beaucoup. Ensuite, troisième, l'imprimerie chinoise de moins 200 à 1040 après Jésus-Christ. On le sait tous, la Chine possède quasiment tous les records du monde quand il s'agit de progrès. Déjà en 200 après Jésus-Christ, on utilisait des morceaux de bois en relief pour imprimer. On tamponnait en fait sur des designs sur du tissu de soie par exemple pour les vêtements, mais aussi sur le papier pour avoir de beaux motifs. Et en 1040, Bicheng, je suis désolée pour l'accent, je ne sais pas comment se prononce vraiment ce nom, mais il sera écrit bien évidemment en bas. Il invente la première presse à caractère. En 1040 seulement. Et cette presse à caractère n'est tout simplement pas anodine parce que les caractères sont carrément amovibles. Oui, amovibles. Cette presse était faite en porcelaine et c'était 400 ans avant la découverte de Gutenberg qui a fait une découverte similaire en Europe. Ensuite, il y a la calligraphie médiévale, environ 400 ans après Jésus-Christ. Donc la typographie commence à émerger très fort au Moyen-Âge vu que il fallait raconter les prouesses de ces hommes qui partaient se battre. Parce que les textes étaient à l'époque produits et reproduits à la main, au bout d'un moment il fallait bien et rajouter donc une valeur à cette œuvre. Le but en fait c'était de se démarquer des autres et de se faire repérer tout simplement. Dans les cultures islamiques,
Le seul art qui était considéré ok, enfin qui était autorisé, c'était l'art typographique. Donc forcément, les gens s'amusaient énormément avec la typographie. Les autres formes d'art que la typographie étaient interdites ou du moins déconseillées. C'était pas quelque chose de recommandé. Donc les gens s'amusaient énormément à écrire, à trouver de nouvelles manières de s'exprimer via la typographie. Ensuite, il y a l'héraldique européenne, vers les 1100 après Jésus-Christ. Techniquement, le premier logo, c'était un écusson. Un écusson, c'était un symbole utilisé pour représenter une famille ou encore un terrain, un territoire. Avec le temps, la pratique de l'écusson s'est plutôt popularisée, surtout pendant les croisades. En effet, pendant les croisades, ça a été énormément démocratisé et utilisé. Je pense que oui, ils en avaient bien besoin pour identifier leurs ennemis de leurs amis. Tout comme les logos, les écussons représentaient en fait des valeurs, des caractéristiques, des traits de personnalité des personnes qu'ils représentaient. Plus tard, on a diversifié l'utilisation des écussons via les sceaux que l'on mettait sur les lettres, les documents, etc. C'était pour authentifier en fait le document. Ensuite, en 1389, apparaissent les devantures de magasins. Au XIVe siècle, ce qu'il faut savoir, c'est que la bière était une bonne alternative à l'eau, sinon même préférable, parce que tout simplement tous les cours d'eau, les ruisseaux, les fleuves, etc., tout était extrêmement pollué. Donc le roi Richard II a décidé de créer une loi qui oblige toutes les brasseries à mettre un petit panneau qui donne sur la rue pour avertir les passants et toute personne qu'ils fabriquent de la bière. Et comme ça, toute personne sait vers où aller si elle veut étancher sa soif. Non seulement il s'agissait des premiers panneaux signalant une entreprise qui voyait le jour, mais en plus de ça, ce fut le début d'une très très belle tradition qui perdure encore aujourd'hui. Avec l'arrivée de l'imprimerie en Europe, l'humanité était capable de reproduire des textes, des œuvres en grande quantité et pour relativement peu cher. Et il n'a pas fallu très très longtemps pour que les chefs d'entreprise de l'époque comprennent qu'ils pouvaient influencer les gens. Et c'est à partir de ce moment-là que le design graphique naît. Donc l'imprimerie de Gutenberg en 1439, il a introduit en Europe en fait les caractères amovibles et cela a donné naissance à la communication de masse en Europe. Ça a clairement changé notre vision des choses. En fait, à partir du moment où on pouvait imprimer comme ça en masse et donc communiquer sur des choses plus rapidement et plus efficacement, on va dire, les hommes se sont rendus compte que nous n'avions pas forcément besoin des plus érudits qui faisaient de la calligraphie, etc., etc. La littérature est devenue d'un coup plus accessible à tout le monde. Et l'imprimerie de Gutenberg a donc ouvert la voie à une commercialisation du design graphique. Et ça l'a un petit peu amorcé comme on le connaît actuellement. Ensuite, nous avons les premiers logos en 1400. En soi, c'est l'imprimerie qui a utilisé les tout premiers logos. Si on regardait attentivement la qualité d'impression du logo, on pouvait connaître la qualité d'impression de cet imprimeur. Et c'était très 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 important. C'était vraiment, je suis le meilleur imprimeur, regarde mon logo, il est trop bien. Après l'imprimerie avec les caractères amovibles, après le logo, il fallait absolument que je vous parle des premières publicités imprimées qui sont apparues dans les années 1620. L'imprimerie a permis de faire naître en fait ce qu'on appelle des corantos. Un coranto, c'est quoi? C'est tout simplement un précurseur, je dirais, du journal. Et en fait, dans les débuts des années 1600, les corantos possédaient les toutes premières publicités imprimées. En fait, les publicités écrites existent depuis l'Égypte antique, mais les publicités imprimées avec des images dessus existent seulement depuis ces années-là. Et ensuite, pour terminer, je voulais parler d'un terme d'une avancée plutôt technologique très importante.
La chromolithographie. La chromolithographie, qu'est-ce que c'est? Déjà, elle est née en 1837 et en fait, c'est l'art de pouvoir mettre de la couleur sur des impressions. À la base, cette technique était utilisée seulement pour recréer les peintures que l'on connaît tous, mais au fur et à mesure, ça s'est un petit peu démocratisé. Les marques sont désormais capables de faire marcher l'inconscient collectif et d'attirer l'œil. Les marques sont capables tout simplement de faire une connexion émotionnelle avec le client, le spectateur, et ça va beaucoup jouer dans la communication visuelle du coup. Avant cela, les visuels étaient tout simplement limités en noir et blanc, il n'y avait pas vraiment d'imagination ou quoi que ce soit. La priorité était plutôt la lisibilité et pas du tout l'expression. Mais la chromolithographie a permis en fait de tout bousculer et d'amener une expression. Ça a permis d'amener un certain degré de réalisme et du coup ça a permis d'amener en fait tout simplement différentes tendances avec le temps pour séduire l'acheteur ou le spectateur ou la personne qui lisait le journal. Et tout ça grâce à la couleur. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à commenter. N'oublie pas de liker, de partager à tes potes, de t'abonner et d'activer la cloche. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Lucille. Ciao!